As-tu déjà senti que tout le monde te dit que tu jettes ton argent si tu loues au lieu d'acheter une maison? Comme si chaque mois où tu paies un loyer était un mois gaspillé, tandis que chaque paiement hypothécaire construit de la richesse et sécurise ton avenir. Tes parents te le disent, tes amis qui viennent d'acheter des maisons te le disent. Chaque gourou financier sur Internet te le dit. Louer, c'est jeter de l'argent. Acheter, c'est investir dans ton avenir. Mais voici ce que personne ne te dit. Pour la plupart des gens dans la plupart des situations, surtout dans les 10 premières années, louer est mathématiquement meilleur qu'acheter. Et ce n'est même pas proche. Quand tu fais les vrais chiffres, au lieu de simplement répéter la sagesse conventionnelle, tu découvres qu'acheter une maison est fréquemment l'un des pires investissements que tu puisses faire. Et la seule raison pour laquelle les gens pensent que c'est bien, c'est parce qu'ils ne calculent jamais les vrais coûts. Je m'appelle Gabriel et je passe trop de temps à décomposer les mensonges que tout le monde croit sur l'argent. Si tu veux comprendre les vraies mathématiques de louer versus acheter qui changeront complètement comment tu penses au logement, abonne-toi et like cette vidéo. Maintenant, avant que la moitié d'entre vous ne devienne folle dans les commentaires en défendant votre décision d'achat de maison, laisse-moi être absolument clair sur ce que je dis et ce que je ne dis pas. Je ne dis pas qu'acheter une maison est toujours mauvais. Je ne dis pas que tu devrais louer pour toujours. Ce que je dis, c'est que la sagesse conventionnelle, selon laquelle acheter est toujours meilleur que louer, est mathématiquement fausse dans la plupart des situations. Et prendre cette décision sans faire les vrais chiffres, c'est comment les gens finissent piégés dans des maisons qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre, construisant beaucoup moins de richesses qu'ils n'en auraient été construits s'ils avaient loué et investi la différence. Alors faisons les vraies mathématiques en utilisant un exemple qui va probablement mettre beaucoup de gens mal à l'aise. Imagine que tu décides entre deux options. Option A, tu achètes une maison de 300 000 $. Tu mets 20% d'acompte, soit 60 000 $. Tu obtiens une hypothèque de 240 000 à 4% pendant 30 ans. Ton paiement hypothécaire est environ 1150 par mois. Mais ce n'est pas ton coût total. Tu as aussi des taxes foncières qui font en moyenne environ 1,2% de la valeur de la maison par an. C'est 3600 par an ou 300 par mois. Tu as une assurance propriétaire qui est environ 1200 par an ou 100 par mois. Tu as l'entretien qui est environ 1% de la valeur de la maison par an. C'est 3000 par an ou 250 par mois. Ton coût mensuel total n'est pas 1150, c'est 1800. Plus tu as dépensé 60 000 en acompte. Option B, tu loues un endroit comparable pour 1500 par mois. Tu investis ces 60 000 que tu aurais utilisés pour l'acompte sur le marché boursier gagnant 8% par an. Et chaque mois, tu investis la différence entre ce que tu aurais payé en tant que propriétaire 1800 et ce que tu paies vraiment en louant 1500. C'est 300 par mois d'économies supplémentaires qui vont aux investissements. Maintenant, voyons ce qui se passe après 10 ans. L'acheteur de maison a fait des paiements hypothécaires pendant 10 ans. De ces 1150 en paiement hypothécaire, environ 500 sont allés au principal et 650 aux intérêts dans les premières années. Ça change lentement avec le temps, mais en moyenne pendant les 10 premières années, il paie environ 90 000 en principal et 78 000 en intérêts. Plus ils ont payé 36 000 en taxes foncières, 12 000 en assurance, 30 000 en entretien. C'est 156 000 en coûts au-delà de l'accumulation de patrimoine. Leur patrimoine dans la maison après 10 ans et les 60 000 d'acompte plus 90 000 payés en principal. C'est 150 000 en patrimoine. Mais la maison s'est aussi appréciée, supposons 3% par an, ce qui est une moyenne historique raisonnable. Après 10 ans, la maison vaut environ 403 000. Leur patrimoine est 150 000 en principal payé, plus 103 000 en appréciation. C'est 253 000 en patrimoine. Ça semble super jusqu'à ce que tu comptes les coûts. Ils ont dépensé 60 000 en acompte, plus 156 000 en coûts.
C'est 216 000 dépensés pour avoir 253 000 en patrimoine. Un gain net de 37 000 pendant 10 ans. Maintenant, le locataire. Il a investi 60 000 initialement. À 8% pendant 10 ans, ça a grandi à environ 130 000. Chaque mois, il a investi 300 supplémentaires. À 8% pendant 10 ans, c'est environ 55 000 supplémentaires. Son portefeuille d'investissement total est 185 000. Plus la personne qui a acheté a dépensé 216 000. La personne qui a loué a dépensé 180 000 en loyer. Et elle a 185 000 en investissement. La personne qui a acheté a 253 000 en patrimoine, mais a dépensé 216 000 pour l'obtenir. Gain net 37 000. La personne qui a loué a 185 000 en investissement, mais a dépensé 180 000. Gain net 5 000. Attends Gabriel, l'acheteur est en avance de 32 000. Exactement. L'acheteur est en avance après 10 ans. Mais voici ce que personne ne mentionne. Ce n'est pas le tableau complet. Premièrement, le locataire a des investissements liquides. Il peut accéder à cet argent à tout moment. Le propriétaire a du patrimoine enfermé dans la maison. Pour y accéder, il doit vendre la maison en payant 6% en commissions immobilières, soit 24 000 dans ce cas, ou prendre un prêt sur la valeur de la maison en payant des intérêts sur son propre patrimoine. Deuxièmement, nous n'avons pas compté le coût d'opportunité du temps. Acheter une maison nécessite probablement 100 heures de temps entre chercher une maison, obtenir du financement, inspection, paperasse, déménagement, plus des heures supplémentaires ou à gérer l'entretien qu'un propriétaire gérerait. Ce temps a de la valeur. Troisièmement, nous n'avons pas compté le coût de la flexibilité réduite. Le propriétaire ne peut pas déménager facilement pour un meilleur emploi sans vendre ce qui prend des mois et coûte des dizaines de milliers. Le locataire peut déménager avec un préavis de 30 jours. Cette flexibilité a une vraie valeur en termes d'opportunités de carrière. Quatrièmement, nous avons supposé que le propriétaire pouvait se permettre de dépenser 1800 par mois versus 1500 en loyer sans impacter d'autres objectifs financiers. En réalité, ces 300 supplémentaires par mois auraient trop pu venir de ne pas épargner pour la retraite, ce qui coûte beaucoup plus à long terme. Et cinquièmement, et c'est énorme, nous avons supposé que tout va parfaitement. Pas de réparation majeure, pas de quartier en déclin, pas de récession du marché immobilier quand tu dois vendre, pas de perte d'emploi et de lutte pour faire les paiements. Dans le monde réel, ces choses arrivent et peuvent complètement détruire les mathématiques de la propriété. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Ces chiffres supposent que tu achètes dans un marché moyen avec une appréciation moyenne de 3%. Dans beaucoup de grandes villes aujourd'hui, les maisons sont massivement surévaluées. Le ratio prix-loyer, qui mesure s'il est moins cher d'acheter ou de louer, est à des maximums historiques dans beaucoup de zones. Dans des endroits comme San Francisco, New York ou Miami, louer peut être littéralement la moitié du coût d'acheter. Laisse-moi te montrer un exemple extrême mais réel. À San Francisco, une maison d'1 million pourrait louer pour 4 000 par mois. Pour acheter cette même maison avec 20% d'acompte, ton paiement hypothécaire seul serait environ 4 800. Plus taxe foncière de 1 200, plus assurance de 200, plus entretien de 800, ton coût mensuel total est 7 000 versus 4 000 pour louer. C'est 3 000 par mois de différence. Sur 10 ans, c'est 360 000 de différence. Investi à 8%, ça devient 550 000. Plus l'acompte de 200 000 investi devient 430 000. Le locataire a 920 000 en investissement. Le propriétaire a peut-être 600 000 en patrimoine dans la maison après 10 ans. Le locataire est en avance de 381 000. Dans ces marchés chers, louer n'est même pas proche d'être une décision. C'est mathématiquement supérieur de centaines de milliers de dollars. Maintenant, parlons de tous les coûts cachés de posséder une maison que les gens ne comptent jamais. Premièrement, il y a le coût d'opportunité de ton temps. Posséder une maison nécessite des heures de maintenance. Tondre la pelouse,
réparer les choses qui cassent, gérer les entrepreneurs, traiter avec les problèmes. Un locataire appelle juste le propriétaire. Deuxièmement, il y a les réparations majeures inattendues. Le toit dure 20 à 30 ans et coûte 10 à 21 000 à remplacer. Le système de chauffage et climatisation dure 15 à 20 ans et coûte 5 à 10 000 à remplacer. La chaudière dure 10 à 15 ans. L'allée doit être refaite. Les fondations peuvent avoir des problèmes, la plomberie peut avoir besoin d'être remplacée. Ces choses arrivent et chacune coûte des milliers ou des dizaines de milliers. Un locataire ne paie jamais pour ça. Troisièmement, il y a les coûts d'amélioration. Bien sûr, techniquement, tu pourrais ne jamais améliorer quoi que ce soit. Mais en réalité, la plupart des propriétaires dépensent des dizaines de milliers pendant leur propriété en amélioration de cuisine, salle de bain, sol, peinture, aménagement paysager. Ces améliorations retournent rarement leur coût complet lors de la vente. Quatrièmement, il y a les coûts d'opportunité de l'acompte. Ces 20% que tu mets auraient pu gagner des retours sur le marché boursier. Sur une maison de 300 000, c'est 60 000 qui auraient pu croître à 8% par an. Après 30 ans, ces 60 000 auraient grandi à 600 000. C'est 540 000 en croissance d'investissement perdu parce que tu l'as mis dans un acompte. Cinquièmement, il y a le coût de l'hypothèque elle-même. Sur une hypothèque de 30 ans de 240 000 à 4%, tu paieras environ 172 000 en intérêt pendant la durée du prêt. C'est 70% du prêt original, juste en intérêt. Sixièmement, il y a les frais de HOA situés dans un quartier avec association de propriétaires. Ceux-ci peuvent être de 200 à 500 par mois ou plus. Pendant 30 ans, c'est 72 000 à 180 000 supplémentaires. Septièmement, il y a les coûts de services publics augmentés. Les maisons sont plus grandes que les appartements, donc chauffage, climatisation, eau, tout coûte plus cher. Huitièmement, il y a les taxes foncières qui augmentent avec le temps. La plupart des zones augmentent les évaluations de plusieurs pourcents par an. Donc ta facture d'impôt augmente même si les taux d'imposition restent les mêmes. Et neuvièmement, il y a les coûts de vente quand tu vends finalement. Les commissions immobilières sont typiquement 6%. Sur une maison de 300 000, c'est 18 000 immédiatement. Plus les frais de clôture du côté de la vente de 2 à 3% supplémentaires. Quand tu additionnes tous ces coûts pendant 30 ans de propriété, les chiffres sont absolument étonnants. Cette maison de 300 000 que tu pensais acheter, tu as en fait dépensé près de 800 000 à 1 million pendant 30 ans quand tu comptes tout. Et si la maison s'est appréciée à une moyenne de 3% par an, elle vaut environ 730 000 après 30 ans. Moins 18 000 en commission de vente, c'est 712 000. Tu as dépensé près d'1 million. Tu as un actif qui vaut 712 000. Ce n'est pas construire de la richesse, c'est dépenser des quantités massives d'argent en logement. Maintenant, comparons ceci à louer et investir la différence pendant 30 ans. Si tu loues pour 1 500 par mois avec des augmentations de 3% par an, tu dépenseras environ 870 000 en loyer pendant 30 ans. Plus si tu investis seulement 300 par mois à 8% pendant 30 ans, tu as environ 448 000. Plus si tu investis cet acompte de 60 000 à 8% pendant 30 ans, tu as environ 600 000. Ton patrimoine total est 1 048 000, moins 870 000 payés en loyer, ton gain net est 178 000, comparé au propriétaire qui a dépensé 1 million et a un actif de 712 000. Le locataire qui a investi a plus de valeur nette liquide. Laisse-moi dire ça encore. Après 30 ans, le locataire qui a investi discipliné a plus de richesse que le propriétaire. Et c'est en supposant que le propriétaire pouvait payer tous ses coûts sans sacrifier d'autres économies, ce que la plupart des gens ne peuvent pas. Maintenant, je sais que certains d'entre vous crient à leurs écrans. Gabriel, tu ignores pas l'effet de levier. Quand tu achètes une maison, tu contrôles un actif de 300 000 avec seulement 60 000 d'acompte. Ça amplifie tes retours. Et oui, c'est vrai, l'effet de levier amplifie les retours.
Mais il amplifie aussi les pertes. Et il vient avec un risque massif. Si la maison baisse de 10% en valeur, tu n'as pas perdu 10% de ton investissement. Tu as perdu 50% de ton acompte. Ton patrimoine de 60 000 vient de tomber à 30 000, plus tu dois encore l'hypothèque complète. Maintenant, tu es sous l'eau devant plus que ce que vaut la maison. Et l'effet de levier ne fonctionne que si tu peux te permettre de faire les paiements. Si tu perds ton emploi, si tu tombes malade, si quoi que ce soit interrompt ton revenu, cet effet de levier devient un cauchemar. La banque peut saisir. Tu perds la maison et ton acompte. Comparé à louer ou si tu perds ton emploi, tu peux déménager dans un endroit moins cher immédiatement. Il n'y a pas de banque qui peut prendre tes investissements. Plus tu peux utiliser l'effet de levier sur le marché boursier aussi si tu veux vraiment. Personne ne dit que tu ne peux pas. Mais la plupart des gens ne devraient lâcher pas, parce que l'effet de levier est risqué, peu importe où tu l'utilises. Maintenant, laisse-moi aborder l'argument émotionnel, parce que c'est là que les gens se coincent vraiment. Posséder une maison te donne de la stabilité, ça te donne un sens de chez toi. Tu peux peindre les murs, tu peux avoir un chien, tu peux construire du patrimoine au lieu de rendre ton propriétaire riche. Et écoute, je comprends ces sentiments, ils sont réels, mais ce ne sont pas des arguments financiers. Ce sont des arguments émotionnels. Et si tu vas prendre l'une des plus grandes décisions financières de ta vie basée sur l'émotion, au moins sois honnête à ce sujet. Ne prétends pas que c'est un super investissement quand les chiffres montrent que ce n'est pas le cas pour la plupart des gens. Si tu veux acheter une maison parce que ça te rend heureux et que tu es prêt à payer la prime financière pour ce bonheur, bien. Ne te trompe juste pas en pensant que tu construis de la richesse plus vite qu'en louant. Dans la plupart des cas, tu ne l'es pas. Tu paies pour la stabilité et le contrôle de ton espace de vie, ce qui est bien si tu peux te le permettre. Mais ce n'est pas un investissement, c'est une dépense de style de vie. Maintenant, laisse-moi te donner les situations où acheter a vraiment du sens financier. Premièrement, si tu prévois de rester au même endroit pendant au moins 10 à 15 ans, les coûts de transaction d'acheter et vendre sont si élevés que tu as besoin de ce temps pour que l'appréciation les dépasse. Deuxièmement, si tu achètes dans un marché où le ratio prix-loyer est bas, si acheter coûte seulement 20 ou 30% de plus que louer, les mathématiques commencent à pencher vers l'achat. Troisièmement, si tu as un acompte significatif épargné sans sacrifier ton fonds d'urgence ou tes économies de retraite. Mettre 5% d'acompte et payer une assurance hypothécaire détruit encore plus les mathématiques. Quatrièmement, si tu peux confortablement payer tous les coûts de propriété de ton revenu sans étirer ton budget. Si tu dépenses plus de 30% de ton revenu brut en coût de logement, tu achètes trop de maisons. Et cinquièmement, si tu valorises vraiment les avantages de posséder plus que le coût financier et la perte de flexibilité. Mais pour la plupart des gens, surtout les jeunes, surtout dans les villes chères, surtout dans les 10 premières années, louer et investir agressivement est le meilleur mouvement financier. Tu construiras plus de richesses, tu auras plus de flexibilité et tu éviteras le risque massif d'avoir un effet de levier dans un actif qui pourrait baisser en valeur. Alors arrête de te sentir mal de louer. Arrête de laisser tes parents ou amis te faire sentir que tu jettes de l'argent. Si tu loues et investis la différence disciplinée, tu fais exactement la bonne chose financièrement. Et dans 20 ou 30 ans, quand tu auras plus de valeur nette liquide que tes amis piégés dans des maisons trop grandes avec des hypothèques trop grandes, tu seras celui qui rira. Si cette vidéo a changé comment tu penses à louer versus acheter, like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires si tu loues ou possèdes une maison et si ces chiffres ont changé ta perspective. On se voit dans la prochaine.